Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors on construit tous, selon moi, le paradis pour nos futurs descendants, ce qu'on peut imaginer du paradis, c'est-à-dire un monde en paix, une humanité réconciliée, une humanité fraternelle, une humanité 100% écologique, une humanité qui n'a plus d'impact négatif ni sur la planète, ni sur son environnement, ni sur les autres espèces, ni sur lui-même. Donc un homme, un humain qui a réglé toutes ses pathologies. Bref, voilà, le paradis, on peut l'imaginer comme ça. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est ce que nous travaillons sans le savoir. Voilà. Et il est temps peut-être maintenant de commencer à prendre conscience. L'humanité, à un certain moment, prendra conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente. Et à ce moment-là, au lieu d'évoluer avec tous les affres de l'évolution inconsciente, c'est-à-dire l'antagonisme, la violence, la guerre, la destruction, etc. Entre autres, bien sûr qu'il y a la partie positive de l'évolution, les rencontres, la fraternité, l'entraide, etc. Tout ça, ça existe. Mais il y a ce côté qu'on voit là, on l'a devant les yeux, les guerres, des êtres humains qui déclenchent encore des guerres. Ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont quelques milliers à gérer ce genre de choses pour l'ensemble de l'humanité. Mais bon, voilà, il y a un certain moment, l'humanité comprendra qu'on ne laissera plus l'opportunité à ces quelques milliers de types d'êtres humains de déclencher des guerres, de faire... voilà, donc il faudra qu'ils s'organisent pour ne plus faire ça pour l'humanité, pour leurs congénères en fait, hein, parce que c'est... voilà, et c'est lié au nationalisme en réalité, hein. C'est des nations, des groupes de nations, l'Occident qui veut garder le pouvoir, les BRICS qui veulent quelque chose de plus équilibré, ou voilà. Et donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Quand on sera universalisé, quand on fonctionnera de façon universelle, ce genre de problème sera réglé, évidemment. Alors, là, je m'appuie de temps en temps sur des audios que j'écoute sur France Culture. Et ben là, j'ai entrepris un travail sur l'histoire de la raison par François Châtelet. C'est toute l'histoire de la montée de la raison, du raisonnement, de passer de l'émotionnel au rationnel. Comment l'humanité est montée dans cette dimension. Alors, il y a de nombreuses vidéos déjà passées. Là, c'est l'épisode 17 sur 20, Raison et société avec Hegel. Il y a eu 3 émissions avec Hegel, donc c'était pour lui, c'était le seul qui avait droit à ces 3 émissions-là. Et c'est donc pour François Châtelet, quelqu'un d'important au niveau de la rationalité, de la raison. Donc, je lance la vidéo et puis je découvre en même temps, d'ailleurs, je ne l'ai pas écouté, je le découvre et je digresse à partir de là. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans Une histoire de la raison de François Châtelet, une série diffusée en 1992 à partir d'enregistrements donnés par le philosophe en 1979, on peut constater que Hegel occupe une large place. C'est exactement ce que je viens de dire, mais parce que comme on va l'entendre, devait s'intéresser à Marx, était-il, comme les 2 précédents, consacré à la philosophie hegelienne, voilà, et plus précisément à une analyse par François Châtelet de la philosophie de l'état de Hegel. Une analyse que François Châtelet jugeait capitale de ne pas escamoter, puisque la critique de la philosophie de l'état de Hegel était précisément pour lui le point de départ de la pensée de Marx.
En somme, prolonger là le moment passé avec Hegel, c'était déjà être en compagnie du jeune Marx, qui n'apparaîtrait que dans l'épisode suivant. En proposant 7 ans après la disparition du philosophe Une histoire de la raison, Émile Noël invitait les auditeurs de France Culture, y compris les moins familiers des discours philosophiques, à suivre François Châtelet dans un long voyage de la rationalité à travers les âges. Avec l'épisode que nous allons entendre, on abordait la dernière partie du périple de la raison, tout au long duquel François Châtelet s'arrêtait à ses étapes les plus importantes. François Châtelet, Une histoire de la raison, 17e d'une série en 20 épisodes, Raison et société, une émission diffusée la première fois le 25 août 1992 sur France Culture. Bon, j'aimerais pouvoir parler comme ça, avec autant de clarté, de simplicité. C'est magnifique. Alors, il faut bien resituer que Hegel, à son époque, l'État, c'était quelque chose d'important. Là, c'est encore important dans l'humanité, on le voit bien, et surtout dans le moment où on a commencé la mondialisation, on l'a entrepris, on voit que c'était entrepris par un système un peu prédateur, malheureusement, un libéralisme qui était devenu trop tout-puissant et qui a maltraité les êtres humains. Et donc, la mondialisation qui était l'unification de l'humanité, en somme, le début de l'unification de l'humanité, comme il s'est mal pratiqué en abusant les ouvriers, en maltraitant la planète, en creusant les écarts entre riches et pauvres. Bon, on voit tout ce qui s'est passé en 30 ans depuis les débuts de la mondialisation. Eh bien, ça a repoussé les êtres humains vers le nationalisme, vers dire, bon, non, on ne veut pas de cette mondialisation, on ne veut pas forcément de l'Europe telle qu'elle nous est proposée, parce qu'on est abusé, on voit bien qu'on est abusé par ce modèle-là, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il n'a pas de garde-fou, parce qu'il s'est organisé pour ne pas avoir de garde-fou. L'oligarchie a pris le pouvoir sur les politiques, il a acheté les médias, donc il n'a plus de contradiction. Il a corrompu à un certain moment les syndicats, il a corrompu des partis d'opposition, il a fait monter des partis d'opposition qui étaient favorables à l'oligarchie et écraser les partis qui étaient critiques, qui avaient vraiment l'esprit critique, hein, la gauche radicale, qui le critiquait vraiment. L'oligarchie, grâce à ces médias, a réussi à écraser, à décrédibiliser ces esprits critiques. Et donc, dans cette toute-puissance, comme tout système, n'importe lequel tout-puissant, un système tout-puissant, ben, la mafia en Sicile, à un certain moment, quand elle était toute-puissante, et peut-être qu'elle est encore, je ne sais pas, ben, elle fait la pluie et le beau temps, parce qu'il n'y a plus de contradiction, il n'y a pas un équilibre entre les deux. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faudra rétablir, quoi qu'il arrive, pour avancer dans l'équilibre entre le libéralisme, le néolibéralisme et quelque chose qui s'oppose à ça. Voilà. Donc, à l'époque de Hegel, l'État était important. Maintenant, la vision, elle est sur l'universel déjà. On a 2 siècles de différence et on est déjà avec l'état d'esprit capable de penser l'universel et de vouloir l'universel. Le monde l'esprit des jeunes est dans l'universel, il est plus dans le nationalisme, même s'il y a encore, comme je le dis, la concrétion nationaliste qui est là en ce moment et qui va encore perdurer, hein, parce que elle a pris de la place grâce à l'oligarchie justement. Mais c'est une résistance de dernière. C'est les dernières forces que le néolibéralisme jette dans la bataille, en voyant bien qu'il va être transformé, qu'on va sortir du capitalisme tel qu'il est, du néolibéralisme.
cette toute-puissance de l'oligarchie, elle est contestée de toutes parts. Et donc, ils ne pourront pas tenir. Ils vont être obligés soit de donner ces oligarques, donc les, je sais pas moi, peut-être 1000 ou 2000 milliardaires qui détiennent sur la planète la totalité de la planète, en somme, ben, ils vont être obligés soit de donner tout ça au patrimoine universel, soit de partager, soit de demander à être taxés, soit etc. Mais ils ne pourront pas tenir, c'est clair. Le monde est révolté contre ça et ça ira de pire en pire et c'est plus possible. Là, par exemple, ben, on regarde sur Internet et même à la télé ce qui se passe dans les colonies entre les anciens, les descendants des colons qui détiennent une grande partie de l'économie et le monde qui ne peut plus supporter ce genre de choses. C'est terminé, c'est plus possible, quoi. Il y a quelque chose qui est insupportable à ce niveau-là. Et donc, c'est en train de changer. Et ça va changer, mais comme l'évolution de l'humanité est beaucoup plus lente que l'évolution d'un être humain, il faut du temps pour que ça change. C'est pas brutal, à part dans les révolutions. C'est pas ce qui est souhaitable. Si on peut évoluer par la conscience, c'est mieux que par la violence, quoi qu'il arrive. Une histoire de la raison. Un petit café. Par François Châtelet. Une série de Noël. Aujourd'hui, raison et société. Bon, ça fait du bien hein, de prendre son temps, des émissions qui nous font prendre notre temps, qui sont pas précipitées. Voilà, on n'est plus habitué à ce genre de choses. On dit, mince, allez, oh, vite. Et la finalité, la perfection vers laquelle nous allons, ça sera justement le calme, le zen. Voilà, c'est un monde complètement différent vers lequel nous allons. Je suis désolé, il y a un problème de rechargement de batterie. Allons-y, allons-y. Là, voilà. Hop. Voilà. Donc, ça sera un monde de zen, un monde de lenteur, de calme, de contemplation, d'amour, de douceur. Bref, voilà. Voilà vers quoi nous allons. Ce que nous construisons sans le savoir. Pour nos Les sociétés, avec leurs drames, s'imposent comme réalité à la référence philosophique. Hegel proposait la solution d'un état rationnel, capable, dans son état final, c'est-à-dire mondial, de permettre à chacun de réaliser... D'accord, un état mondial, il en parle donc. Voilà, alors ça n'a rien à voir. Donc je regrette tout ce que j'ai dit avant, en parlant je pensais qu'il parlait de l'État, parce qu'à l'époque, les États étaient bien dessinés. Lui en Allemagne, l'État français qui venait de faire la Révolution, et Napoléon qui était derrière et qui avançait dans ce sens, qui voulait fédérer évidemment le monde. Napoléon, il y avait un désir comme ça, de fédérer l'humanité, hein. Mais voilà, alors
et sa liberté. Mais Marx et Engels montrent que l'État, loin d'être la solution au conflit le plus grave, le conflit le plus grave étant la lutte des classes selon eux, eh bien en fait n'en est que la résultante. Et de son côté, Nietzsche va radicaliser bien davantage la question en mettant en accusation la raison elle-même. C'est donc de cette confrontation entre raison et société qu'il faut parler maintenant. C'est intéressant. Alors, après la pensée hegelienne, gigantesque dans son effort pour constituer la philosophie en savoir absolu, maintenant, il faut appliquer le savoir. Pour achever la métaphysique, pour réaliser le projet platonicien, et pour dire désormais aux hommes, il ne faut plus philosopher, maintenant nous savons, et il faut appliquer le savoir. D'accord. Cette philosophie hegelienne... Donc, voilà, il faut appliquer le savoir absolu qui est exprimé en 1816 dans le grand ouvrage La science de la logique, reçoit des applications. Ces applications, c'est une explication générale des œuvres de l'humanité. Par exemple, une histoire de la philosophie, qui est en fait une philosophie de l'histoire de la philosophie. Une histoire des sciences. Bien sûr. Et donc, oui, c'est un désir que ça puisse être mis au service de l'humanité. De sortir de ce qui est de l'intellectuel pour aller dans le concret. Et c'est clair que Marx va reprendre cette idée-là pour vraiment la pousser encore plus loin. Voilà la révolution, la lutte, de donner les moyens au peuple de prendre le pouvoir, aux ouvriers de prendre le pouvoir et de sortir du problème du prolétariat tel qu'il était vécu à l'époque, qui était infernal, faut le dire. À cette époque-là, c'était à l'époque de Marx, c'est complètement évident que Marx, qu'un philosophe se révolte contre les conditions de travail qui étaient faites aux ouvriers à l'époque. Qui s'appelle philosophie de la nature. Une histoire ou philosophie de l'histoire des religions. Une philosophie de l'art, la fameuse esthétique de Hegel, qui a eu une telle influence jusqu'à nos jours. Mais parmi toutes ces applications... Et on est encore dans ce modèle. Quand j'allais suivre des cours en auditeur libre à la fac de Nice, au tout début de la mécanique universelle, une fois que j'avais trouvé et concrétisé cette théorie que je développe, c'était en l'an 2000, tous ces courants étaient là. Il y avait ceux qui enseignaient la philosophie de l'histoire, la philosophie des sciences, la philosophie des mathématiques, la philosophie, etc., etc. Donc c'était bien précis comme ça. Il y en a une que je voudrais souligner maintenant, pour l'analyser avec précision, autant de précision que le peu de temps que nous avons nous permet, la philosophie de l'État. Car j'ai essayé de montrer, au cours de cette dernière rencontre, qu'une des raisons que Hegel donne de la légitimité de son système, une des raisons qu'il donne du fait qu'il est en droit d'affirmer que désormais le savoir absolu est réalisable et réalisé dans son système, c'est le fait que le temps s'y prête. Et dès la phénoménologie de l'esprit, qui date de 1806, il explique alors ça c'est très intéressant, que le temps s'y prête. C'était le moment venu, le moment était venu pour faire cette réflexion sur l'histoire de la raison, sur le savoir absolu, c'est-à-dire la connaissance globale de la création, du devenir de cette chose qui a pris naissance dans le Big Bang. C'était pas comme ça à l'époque, il parlait pas du Big Bang, mais bon, de la naissance de l'univers, l'expansion, l'évolution de la vie, etc., l'évolution des systèmes, des modèles, tout ça, c'est englobe
le savoir absolu. Le savoir absolu, c'est la totalité. Et dans la vidéo précédente, j'ai bien montré que le savoir absolu, c'est pas l'accession à la vérité. C'est le savoir absolu pour moi, hein, parce que je ne sais pas comment le considère Hegel, mais le savoir absolu, c'est la vérité du monde matérialiste, du monde de la réalité telle qu'elle se présente à nous. La vérité, le savoir absolu de la vérité, si on le prend comme ça, il n'y a qu'à partir de l'extase, de l'état d'extase, d'éveil, de nirvana, d'ataraxie, peu importe comment on appelle cet état qui est particulier, qui est un état de conscience subliminal, on pourrait dire un état de conscience vraiment particulier qui n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire. Là, je suis dans un état de conscience ordinaire avec voilà mon esprit qui est encombré de tout un tas de choses, de ce que je dois faire dans quelque temps. Il y a quelqu'un qui doit venir à telle heure. Est-ce qu'il va arriver à ce moment-là? Je suis encombré des choses passées dans ma tête. Donc tout ça, ça encombre mon esprit. Et donc je suis pas, c'est très bien pour vivre dans le monde des apparences, dans l'univers tel qu'il m'apparaît, mais c'est pas la réalité. La réalité, pour atteindre cette réalité, il faut que l'esprit soit vide totalement, en pure contemplation, et qu'il ne puisse pas quitter l'immédiat. Il est dans l'immédiat et il avance comme ça dans l'immédiat, mais il est toujours dans l'immédiat. C'est la contemplation, c'est l'état d'extase. Et dans cet état-là, on est au contact de la vérité. Mais c'est l'organisme, c'est le corps, c'est les organes, c'est l'incarnation. On incarne la vérité. Mais c'est pas une vérité intellectuelle. On n'est pas dans la conscience mathématique de la vérité de ce qui tient l'univers en ordre, la force forte, la force faible, l'attraction, etc., qui font les quarks, les atomes, tout ce qui fait que ce monde tient. Tout ça, on s'en fiche dans l'état d'extase. C'est le corps qui est au contact de la vérité, et qui est la vérité. Que l'histoire de l'humanité a connu avec la Révolution française et avec l'Empire napoléonien une inflexion décisive. Hegel dit l'État moderne est né, et c'est parce que l'État moderne est apparu que je suis, moi, capable de penser la totalité de l'histoire. C'est ça. Le fait que je sois penseur de l'État moderne, je devrais dire plus précisément le fait que je sois penseur de et dans l'État moderne, me permet en même temps d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire de l'humanité, une vue qui rend intelligible les divers progrès et les divers drames par lesquels l'homme est passé avant d'accéder à cette nouveauté radicale. C'est ce que vous sous-entendez. Et c'est alors vraiment incroyable parce que aujourd'hui, je connaissais pas du tout ce travail de Hegel ou quoi que ce soit, mais quand j'ai dû donc, à partir de cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, de réfléchir, d'être obligé d'éclairer cette phrase-là, eh bien, il s'est imposé à moi que les temps étaient venus pour modéliser justement cette connaissance, curieusement. Parce que Hegel les temps étaient venus à l'époque de Hegel pour comprendre, on pourrait dire encyclopédiquement, la totalité de la création, mais il lui manquait des éléments. Aujourd'hui, on a, avec la puissance des systèmes de calcul, avec les ordinateurs et avec les ordinateurs quantiques, là ils sont en train de faire des puces à partir des électrons, des neutrons, des protons, je ne sais pas quoi. Bref, des trucs hallucinants où on va pouvoir vraiment faire des calculs, mais inouïs. Et donc là, on pourra rentrer vraiment
toutes les connaissances de l'humanité et demander à la machine où on va. Est-ce que tu peux nous démontrer que avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, les progrès qui ont été réalisés, est-ce que tu peux nous dire où va l'humanité? Et la machine dira oui, je peux le faire, comme Pierre Dac et Francis Blanche, oui, je peux le faire, oui, il peut le faire. Donc oui, on va vers cet état de perfection. On ne peut pas aller ailleurs que dans cet état-là. Voilà. Et donc ça sera vite réglé. L'humanité sera obligée de dire, bon ben voilà, scientifiquement, la science nous dit que c'est ça. À partir de maintenant, les illuminés le disaient de façon illuminée, dont je fais partie, mais et là, ils n'étaient pas crédibles parce que, voilà, d'où ils viennent ces illuminés-là, même pas universitaires, même pas dans le sérail, même pas, etc. Donc on s'en occupe pas, on l'écoute pas. D'ailleurs, là, il y a quelque chose qui est caractéristique du monde oligarchique. L'oligarchie est pas capable d'aller chercher il ne peut aller chercher que les talents qui sont liés à son business. Là, il va pouvoir aller chercher, comme l'école de Xavier Niel à Paris ou ailleurs. Voilà, ils vont pouvoir chercher ces talents-là. Mais les talents métaphysiques, les talents philosophiques, les talents spirituels, les talents, etc., qui sont là, il y a rien. Ils sont pas détectés dans le système. Et tant mieux, parce que ça enlève de la pression. Il y a pas, voilà, on peut travailler sans aucune pression et sans tous les problèmes qu'engendre la reconnaissance, l'argent, les trucs comme ça qui font que le pouvoir, le gargarisme, les rencontres, la narcissisation de l'être humain, etc. Tout ça, on peut s'en échapper. Ça, c'est vraiment génial. Et en disant que Hegel se situe au commencement de la fin, au commencement de la fin de l'histoire. Mais alors, quel est cet état dont il parle, cet état dont il dit qu'il constitue un aboutissement par rapport aux autres formations historiques qui ont pu précéder, je ne sais pas, pour la cité grecque, l'empire barbare, le royaume féodal, etc. Quelle est la spécificité de cet état moderne? Eh bien, Hegel, en 1821... Mais il n'avait pas tort. Et bien sûr que c'était pas la finalité, puisque ça a continué. Puisque il y a quelques 50 ans, un nouveau prophète de ce genre de choses, Fukuyama, a dit ça y est, c'est la fin de l'histoire. Mais c'était déjà, quand Hegel le dit, c'était déjà on était rentré dans ce moment. Seulement, il y a un moment où la fin de l'histoire sera vraiment concrète, c'est-à-dire que l'humanité détectera elle aura compris son sens, compris sa finalité, et là, c'est la fin de l'histoire réelle. Consacre à l'analyse de l'État une publication. C'est d'ailleurs la seule qu'il ait pris soin d'éditer lui-même. Ah. Les autres œuvres, la philosophie de la religion, la philosophie de l'art, sont tirées, après sa mort, des notes de cours. Qu'est-ce que j'aimerais par ses disciples les plus chers, dont son fils. La philosophie de l'État... Non, on ne parle pas de ça. C'est les enfants de ces génies, il faut le dire. C'est comme ça, mais génie, ça veut rien dire. Hein. C'est un génie, un boxeur, une caissière, c'est la même chose. C'est un boulot pour l'humanité. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus, il y a rien, il n'y a pas à bader le génie. Le génie, il est constitué pour apporter des concepts différents, pour faire avancer le concept à ce niveau-là, comme un chauffeur de train est là pour faire avancer son truc. C'est le boulot de l'humanité. Il faut rester dans l'humilité absolue. C'est une œuvre qu'il publie et qu'il corrige lui-même. C'est montrer l'importance qu'il lui apporte. J'aimerais bien avoir l'édition originale de ça. Cette philosophie de l'État est importante pour comprendre... Ah, c'est la philosophie de l'État ?
la pensée de Hegel, ce livre, mais pour saisir ce qui va se passer par la suite. Car il me semble tout à fait clair que le point de départ de la pensée de Marx, c'est précisément la critique de la philosophie de l'État de Hegel. On va arrêter là pour cette vidéo parce qu'il y a déjà un bon moment. Ces vidéos prennent beaucoup de temps, mais j'ai tellement de choses à dire que c'est comme ça. Voilà, donc à la prochaine. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des j'aime. Vous appuyez sur le bouton j'aime, j'aime ou j'aime pas, hein, c'est votre point de vue. Laissez des commentaires, envoyez le lien à vos amis, si vous pensez que ça peut les intéresser. Vous abonner à la chaîne. Tout ça augmente la visibilité de l'espace. Et donc, le nombre de personnes qui peuvent commencer à penser que l'humanité peut-être a du sens, peut-être a un sens, peut-être qu'on travaille à quelque chose sans le savoir. Et donc, ça change tout au niveau psychisme. On trouve du sens à son existence, on trouve du sens à la vie, on trouve du sens à l'humanité, on devient fraternel avec nos futurs descendants, alors que on n'a pas cette vision-là classiquement dans la vie. Quand j'en parle, quand je dis, bon, l'humanité va vers sa perfection, mais ça sera dans quelques siècles, il faudra peut-être 3, 4, 5 siècles, ou peut-être 10 siècles pour atteindre ça. Il y a des gens qui disent, mais on s'en fout, on n'y sera pas. Voilà. Et pourtant, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est nous en réalité. Et donc, le fait de prendre conscience de ce que nous réalisons nous amènera de la bienveillance, de l'amour, de la fraternité entre nous, tout un tas de choses. Donc, on passera sur un autre modèle naturellement, sans forcer, quoi. Donc, c'est juste cette prise de conscience qui est importante, à mon sens. Et donc, plus cette théorie, par exemple, il y en a certainement d'autres, hein, il y a certainement des gens qui travaillent sur ça. Puis, il y a des penseurs qui ont pensé au 19e siècle, etc., à cette aventure. Mais plus ça sera en lumière et plus on aura de la clarté dans notre aventure. Merci de votre écoute, à très bientôt.